Luc Besson condamné pour plagiat. Tiens donc. Oh, bonjour. Depuis quelques semaines, on peut lire dans l'ensemble de la presse papier et numérique que Luc Besson, par le truchement de sa société EuropaCorp, a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris le 7 mai dernier pour une sombre affaire de plagiat. Pourquoi pas? Mais il y a un petit quelque chose qui me gêne avec tous ces titres. En droit, le plagiat n'existe pas. Ou tout du moins, ni sous cette forme, ni sous ce nom, ni dans sa totalité. La notion de plagiat est assez ancienne, et Martial, poète latin du 1er siècle après Jésus-Christ, qualifiait déjà dans ses célèbres épigrammes ceux qui usurpaient ses poèmes de plagiarus, autrement dit, des voleurs d'hommes. Il y a donc plagiat quand on laisse croire ou fait croire à quelqu'un qu'on est l'auteur d'une œuvre qu'on a en réalité empruntée à un autre. Cependant, comme le soulignait Robert Plaisant dans son œuvre Le droit d'auteur, si le plagiat habile est moralement coupable, il est juridiquement irréprochable. Et c'est à ce titre qu'Augustin Charles Renoir, juriste du 19e, dans son traité des droits d'auteur, ajoutait que le plagiat ne motive une action de justice que s'il devient assez grave pour changer de nom et encourir celui de contrefaçon. Mais comment jauger alors de la gravité d'un plagiat ? Si cette vidéo donnait l'envie à l'un d'entre vous d'en faire une vous-même sur cette affaire et sur la notion de plagiat, en prétendant pourquoi pas que vous seriez le premier à en avoir eu l'idée, vous commettriez peut-être un plagiat d'idée. Mais de là à parler de contrefaçon, en réalité, en droit, une simple idée n'est pas protégée et elle est alors dite de libre parcours. C'est seulement le processus qui va partir de cette idée pour lui donner corps, pour lui permettre de s'incarner en une œuvre cohérente qui va faire naître une véritable protection sur le terrain du droit. Autrement dit, si le mouvement artistique du cubisme n'est heureusement pas protégeable, l'ensemble des œuvres peintes par Picasso pendant sa période cubiste, elles, le sont. C'est par ailleurs à ce titre que les juges avaient reconnu le droit pour Régine Desforges, auteur du roman Bicyclette bleue, de s'inspirer des idées et des thématiques qui avaient été développées dans Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell. Ainsi, une idée ne devient protégeable qu'à partir du moment où elle est matérialisée en une œuvre concrète et singulière. Le juge aura alors à s'intéresser à la forme que vont prendre ces idées, et c'est à ce titre qu'il pourra apprécier le plagiat sur le terrain du droit. Plagiat qui prendra alors le nom de contrefaçon. La contrefaçon est définie en vertu de l'article L335-3 du Code de la propriété intellectuelle. Celui-ci dispose que caractérise une contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. Dès lors, il en va de même pour la traduction, l'adaptation, la transformation, l'arrangement ou encore la reproduction d'une œuvre sans autorisation de l'auteur. Mais, cher Lex, me direz-vous avec un entrain mêlé de perplexité, lorsque l'on fait de la traduction, de l'adaptation ou lorsque l'on reproduit une œuvre, on ne fait pas croire qu'elle nous appartient. Précisément. En effet, si le plagiat n'est pas toujours une contrefaçon, comme on a pu le voir par exemple avec le plagiat d'idées, une contrefaçon quant à elle n'est pas toujours un plagiat. Ainsi, si un auteur n'a pas donné son autorisation pour diffuser son œuvre sur un site de streaming, celui qui la diffuse aura beau citer toute l'équipe, ce qui par définition l'exclut du plagiat, il sera tout de même passible de poursuite pour contrefaçon. Maintenant que nous avons distingué les deux notions, reprenons l'affaire depuis le début. John Carpenter, réalisateur et producteur américain de nombreux films d'horreur et de science-fiction, a décidé d'assigner EuropaCorp, société de production de Luc Besson, en contrefaçon. En effet, celui-ci jugeait que le film Lockout, produit EuropaCorp sorti en avril 2012, avait allègrement pioché dans son excellent film New York 1997, sorti 30 ans plus tôt en 1981. Pour juger de la contrefaçon, les juges devaient alors chercher si la forme même de New York 1997 n'était pas un élément suffisamment caractéristique du film, dans quel cas sa reproduction caractériserait bien une contrefaçon. Facile, me ferez-vous remarquer, et en fait non, pas du tout. Pour déterminer si l'œuvre a fait l'objet d'une contrefaçon, il a appartenu dans un premier temps à John Carpenter de détailler ses choix artistiques pour démontrer l'empreinte personnelle de son œuvre New York 1997. C'est seulement cette personnalité et cette originalité qui permettront aux juges de mesurer une éventuelle contrefaçon de la société EuropaCorp. Dans un deuxième temps, c'est alors au juge lui-même de mesurer l'étendue de l'emprunt de Lockout à New York 1997. Cet emprunt peut être énorme mais dépourvu de toute originalité, dans quel cas on parlera d'emprunt d'éléments fonctionnels de l'œuvre qui est autorisé, mais il peut également être à contrario très faible, voire unique, mais contenir un élément tellement caractéristique et personnel d'une œuvre que les juges retiendront alors la contrefaçon.
Il y a en effet fort à parier que si à la fin de votre histoire, deux personnages aux pieds poilus grimpent au sommet d'un volcan pour y jeter une bague, ce sera chaud. Il faut ainsi se méfier de toute similitude, car un simple détail de mise en scène, s'il est reproduit à l'identique, peut également faire condamner l'entité à l'origine de la contrefaçon. Et comme le souligne l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 juin 2001 à propos du film Léon, déjà de Luc Besson, la contrefaçon d'un scénario par un film est possible, mais à condition que des similitudes se retrouvent dans la composition du scénario ou dans la structure globale, ainsi que dans les éléments qui, outre les personnages, sont caractéristiques et essentiels. Dès lors, pour retenir la contrefaçon de New York 1997, le tribunal a dû trouver des similitudes entre les deux films. Dans New York 1997, le héros Snake Plissken, athlétique, rebelle et cynique, condamné après avoir eu pourtant un passé glorieux, se voit offrir une chance de rédemption, mission de 24 heures, durant laquelle il doit sauver le président des États-Unis, retenu sur l'île de Manhattan, transformé alors en prison. Dans Lockout, Marion Snow, héros athlétique, rebelle et cynique, condamné après avoir eu un passé glorieux, se voit également obtenir une chance de rédemption s'il sauve la fille du président des États-Unis retenu en otage, dans un lieu où il s'introduira avec une navette, comme dans New York 1997, et où il rencontrera un ancien comparse, qui mourra, comme dans New York 1997. Mouais. Et sans grande surprise, le tribunal de grande instance de Paris a retenu que Lockout, qui présentait beaucoup de similitudes avec New York 1997, caractérisait bien une contrefaçon. Mais est-ce que tout était vraiment une contrefaçon? En réalité, un emprunt d'une œuvre à une autre est toujours très difficile à jauger, car les auteurs puisent leurs inspirations dans des sources communes, elles-mêmes alimentées par un contexte géographique, culturel et par les modes qui le traversent. C'est dans ce cadre que le tribunal de grande instance de Paris a retenu que certaines similitudes n'étaient pas des emprunts, mais faisaient en réalité partie du fond commun du cinéma. Tout n'était donc pas que contrefaçon dans Lockout, et ne pourrions-nous pas retenir par ailleurs qu'en dehors des similitudes, le reste de Lockout, plus cuté, plus CGIisé que New York 1997, différait beaucoup de ce dernier. En fait, non, la réglementation française est a priori très protectrice de l'œuvre contrefaite, puisqu'elle ne s'intéresse qu'aux similitudes et non au reste de l'œuvre. Les juges apprécieront alors la contrefaçon d'après les ressemblances et non d'après les différences. Dans la pratique, ce principe de non prise en compte des différences n'est pas toujours appliqué strictement, en particulier lorsqu'à côté de ces similitudes, l'auteur mettait en avant un véritable univers original. Cependant, le tribunal de grande instance de Paris a retenu que dans Lockout, le rythme du film ou l'importante présence d'effets numériques se justifiait par les 30 ans qui séparent les deux films et ne pouvaient donc justifier à eux seuls de la création d'un univers parfaitement original. Ce qui aurait été un peu fort de café. Luc Besson et EuropaCorp ne pouvaient-ils donc rien faire pour empêcher la condamnation en contrefaçon? Oui et non. En fait, une œuvre est protégée dès sa création et non à partir de sa divulgation publique. Par conséquent, c'est au contrefacteur, c'est-à-dire ici EuropaCorp, de prouver qu'il n'avait pas pu accéder à New York 1997 ou que les similitudes existantes entre les deux œuvres procédaient d'une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d'une source d'inspiration commune. Ce qui, vu le délai entre les deux films et la popularité de New York 1997, semblait un peu chaud à prouver. Pour le tribunal, c'est la combinaison de tous ces emprunts qui donnait à New York 1997 sa physionomie propre et son originalité. Et c'est celle-ci que l'on retrouve dans Lockout, le reste ne permettant pas d'évacuer la reprise. C'est pourquoi EuropaCorp a été condamné pour contrefaçon à verser 20 000 € à John Carpenter, 10 000 € à Nick Castle, le scénariste, et 50 000 € à la société cessionnaire des droits d'exploitation. Au final, que retenir de cette affaire? D'abord et avant tout, que Luc Besson et EuropaCorp ont bien été condamnés pour contrefaçon, et non pour plagiat, ce qui, vous l'aurez compris, est assez différent. Un petit bémol néanmoins, puisque la condamnation est une nouvelle fois à prendre avec des pincettes, Luc Besson et EuropaCorp ayant décidé de faire appel de la décision du tribunal de grande instance. Ensuite, que malgré tout, l'affaire n'est pas une surprise. Luc Besson est en effet un coutumier des tribunaux, et même si celui-ci regrette, comme il le soulignait le 6 mars 2000 dans une interview de Libération, une judiciarisation du succès, il lui est difficile de casser l'image que lui prêtait le magazine L'événement du jeudi,
d'un personnage oisif passant ses journées à chercher des documents à pomper. Son intégrité professionnelle est en effet contestée pour chaque film, que ce soit Le Grand Bleu en 1988, avec le plongeur Jacques Mayol dont s'inspire le film, Léon en 1994, avec une plainte pour plagiat de Franck Gérardi, auteur de L'Enfance déchirée déposée 5 ans plus tôt, Taxi en 1998 avec Gérard Dardet et Pierre Grombec, auteur du script Faux départ, Jeanne d'Arc en 1999 avec Catherine Bigelow, ou encore Le Cinquième élément avec Moebius. Et dès lors, si Lookout n'était pas passé par la case du droit, ça aurait presque été surprenant. Mais enfin, et surtout, il est important de retenir que l'accusation en contrefaçon est toujours grave, qu'elle touche à l'identité même de l'auteur d'une œuvre, et qu'il est toujours difficile de séparer ce qui relève de la contrefaçon ou de l'inspiration commune. Voltaire ne disait-il pas que les esprits originaux empruntent les uns aux autres et qu'il en est du livre comme du feu de nos foyers? On va le prendre chez son voisin, on l'allume chez soi, on le communique à d'autres et il appartient à tous. Après tout, on pourrait légitimement se demander si le multi-oscarisé The Artist est une contrefaçon, comme tente de le faire reconnaître depuis des mois le scénariste Christophe Waldener, auteur de Timidity, la symphonie du petit homme, dont les réalisateurs et producteurs de The Artist aurait eu connaissance par la mère de Bérénice Bejo. De la même façon, l'excellent Nid Gag de Florent Emilio Siri ne serait-il pas lui-même une contrefaçon d'Assaut de John Carpenter, lui-même remake libre de Rio Bravo d'Howard Hanks? Et puisqu'on y est, George Romero pourrait-il poursuivre en justice tous les auteurs récents de films de zombies qui, depuis La Nuit des Morts Vivants, reprennent quasiment la même construction qui à l'époque faisait toute l'originalité de l'œuvre. Plus que jamais, à l'heure où Internet véhicule des milliards d'œuvres dans le monde entier, il nous appartient certes de s'informer et de s'interroger sur nos droits et limites en tant qu'auteurs et créateurs de contenu, mais également sur ceux en tant qu'emprunteurs de contenu, que ce soit la contrefaçon ou ces nombreuses exceptions dont nous reparlerons dans de futures émissions, telles que le fameux droit de citation sur lequel il y a malheureusement beaucoup de choses à dire. Je vous laisse avec cette citation du poète et dramaturge Thomas Sterne Eliot de 1932. Le poète inexpérimenté imite, le poète d'expérience vole, le mauvais poète massacre ce qu'il emprunte, et le bon poète en fait quelque chose de meilleur, ou du moins quelque chose de différent. À bientôt pour décoder vos droits.